Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence en ligne sur le thème protection sociale complémentaire, réalité des agents et contraintes des employeurs. Cette webconférence est organisée par VK en partenariat avec la MNT, qui, je le rappelle s'il en était besoin, est une mutuelle professionnelle solidaire et militante, 100% territoriale, et première mutuelle de France de la fonction publique territoriale en santé et en prévoyance, avec une devise, si j'ose dire, être utile aux agents tout au long de leur vie. La MNT parraine un cycle de webconférences, dont celle-ci, consacrée aujourd'hui à la protection sociale complémentaire. Et à ce sujet, elle a diffusé le 20 février dernier un livre blanc, Santé et mieux-être au travail des agents territoriaux, un état des lieux et des propositions, 16 préconisations pour améliorer la santé au travail des territoriaux. Ce livre blanc de la MNT propose d'une part de faire évoluer le système de protection sociale complémentaire des agents, d'autre part de renforcer la prévention et le mieux-être au travail dans les collectivités. Vous pouvez d'ailleurs le télécharger sur l'onglet « Documents à distribuer » à droite de votre écran. Sur cette webconférence plus particulièrement, 3 partenaires, mais je laisserai leurs représentantes en dire quelques mots dans quelques instants, l'Association des DRH des grandes collectivités, la DTI-Net et l'Association des directeurs de centres de gestion. Pourquoi ce sujet ? Parce que 7 ans, presque jour pour jour, après la mise en place d'un dispositif sur la protection sociale des agents territoriaux, le décret du 8 novembre 2011, sur lequel nous reviendrons, cette webconférence veut faire un bilan d'étape de ce dispositif. Un sondage IFOP réalisé montre que s'il y a eu un véritable effet du décret sur le nombre de collectivités ayant mis en place un dispositif, cet effet a été moindre sur le montant de leur participation financière et surtout que la territoriale reste très en retard comparé au privé. Mais le rôle considérable, le rôle mutualisateur des centres de gestion, et malgré ce rôle, il semblerait que ce dispositif souffre encore d'un évident déficit d'information, à la fois chez les employeurs locaux et chez les agents. Je recommande d'ailleurs, pour répondre à ce manque d'information, un document intitulé « La protection sociale complémentaire en 8 questions », édité en 2016 par l'Association des directeurs de centres de gestion avec divers partenaires. Et ce document, vous pouvez aisément l'obtenir en le demandant à votre centre de gestion. Grâce à 2 intervenantes spécialistes du sujet, mais aussi de la réalité quotidienne des collectivités, cette webconférence propose une mise en perspective des enjeux, sans se départir d'un regard pratique. Notre objectif est d'abord de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Et parmi elles, quels sont les freins au développement de ce dispositif et à l'adhésion des agents? Quels sont les opérateurs présents sur le secteur? Quid de la participation financière de la collectivité? Quel type de garantie souscrite est recherché par les agents? Quelle différence avec les dispositifs des salariés du privé? Quels sont les enjeux RH? Pourquoi et en quoi est-elle un outil de dialogue social? Quid de l'avenir du dispositif? La participation obligatoire de l'employeur demain. 2 intervenantes que je m'empresse de vous présenter. Claude Soré-Birol, vous êtes DGA du CIG de la Grande Couronne, une carrière qui s'est déroulée comme conseillère technique auprès de la Direction générale des services du Conseil régional de Haute-Normandie, chef de service des lycées au Conseil régional de Haute-Normandie également, puis directrice de l'enseignement et des transports au Conseil général de Seine-Maritime et présidente de la DTI-Net, une association sans visée corporatiste et centrée sur les échanges de bonnes pratiques en matière de management et d'évaluation des politiques publiques. Mais peut-être pourriez-vous en dire 2 mots. Avec grand plaisir. Donc la DTI-Net, Association des dirigeants territoriaux, et ancien de l'INET, c'est une appellation peut-être un peu longue et peut-être un peu pompeuse, mais qui en fait est une association qui a été créée par des anciens du cycle supérieur de management de l'INET, un cycle de formation continue un peu fleuron de cette école, et grosso modo qui regroupe tous les cadres qui sont intéressés à 2 questions en particulier, c'est l'évaluation des politiques publiques et puis également le management. Donc on essaie de partager les bonnes pratiques de manière complémentaire avec les autres associations plus corporatistes dont nous faisons partie, nous aussi, les uns les autres, et en particulier via le site adtinet.fr et une newsletter qui est diffusée assez régulièrement. Voilà. Ouais, il fallait que cela soit dit. Sarah Deslandes, vous êtes d'abord consacrée au lien
avec les élus locaux et la concertation avec les citoyens en tant que responsable de mission démocratie locale à Amiens Métropole, puis directrice de la santé et de l'action sociale au CIG Petite Couronne, où vous avez conseillé les collectivités, piloté des projets en matière d'amélioration des conditions de travail des agents, promotion de la santé et prévention des risques. Et vous êtes depuis presque 2 ans directrice générale adjointe, emploi, concours, santé et action sociale au sein du CIG Petite Couronne, qui est un des CIG avec d'autres, mais c'est un des CIG précurseurs en matière de santé et de prévoyance. Et vous êtes par ailleurs vice-présidente de l'association des DRH des grandes collectivités que vous représentez aujourd'hui. À votre tour, quelques mots sur cette association. Merci. Alors l'association des DRH des grandes collectivités, elle regroupe un certain nombre de praticiens DRH dans des grandes collectivités, donc des villes, des agglos, des départements, des régions. On s'efforce en fait de partager des bonnes pratiques, d'assurer une veille sur l'évolution des textes, de la réglementation. Et puis, notre objectif, c'est la modernisation du statut de la fonction publique, son adaptation constante. Et donc, dans ce cadre-là, on est amené régulièrement à porter nos propositions auprès des pouvoirs publics. Merci beaucoup. Donc, au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir sur l'interface GoToWebinar sur la droite de votre écran. Nos intervenantes feront leur possible pour y répondre pendant et à l'issue de leur présentation. Restez donc bien connectés. Enfin, nous informons que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne et dont le lien vous sera envoyé par mail dans les jours à venir. Je me présente puisque j'ai oublié de le faire. Je m'appelle Luc Périnel et je suis journaliste et coach. Il est temps de passer la parole à nos intervenantes en commençant par vous, Sarah Deslandes, et nous arrêter peut-être pour commencer sur les règles spécifiques de la protection sociale complémentaire dans la FPT. Oui, tout à fait. Alors, il nous a semblé important effectivement de commencer par un panorama un peu de ce dispositif, puisque pour cette webconférence, on est sur un sujet, somme toute, assez technique, sur lesquels nous, on constate qu'on ne fera jamais suffisamment de pédagogie. Donc d'abord, peut-être en préambule, rappeler ce que recouvre la protection sociale complémentaire. La protection sociale complémentaire, c'est la couverture de 2 risques. Le risque santé, ça couvre le risque portant atteinte à l'intégrité physique de la personne et le risque maternité. Et ensuite, le risque prévoyance, qui couvre l'incapacité, l'invalidité et le décès. Donc, c'est bien de ces 2 risques dont nous allons parler. Alors, sur les règles spécifiques à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, pendant longtemps, il y avait un arrêté qui s'appelle un arrêté ministériel de Chazelle de 1962 qui, en fait, autorisait la participation de l'employeur public, donc l'État essentiellement, mais ça avait été décliné pour la territoriale, à hauteur de 25% de la mutuelle des agents. Donc ça, si vous voulez, c'était un peu le texte historique. Et en fait, en 2006, il a dû être abrogé suite à des remarques de la Commission européenne qui a décelé une distorsion de concurrence, en fait, et un arrêt du Conseil d'État. Après 2006, on entre dans une ère un peu de flou juridique et les collectivités qui participaient à la protection sociale complémentaire de leurs agents continuent et en même temps, elles n'ont pas de support juridique pour le faire. En parallèle, il y a des discussions qui se mettent en place avec des positionnements assez forts des représentants du personnel qui ont un intérêt à la question, notamment en tant que gestionnaire pour partie des mutuelles historiques, on y reviendra. Et donc, du coup, on accouche du texte, on va dire, un peu dans la douleur. Donc, effectivement, c'était il y a 7 ans, c'est le décret du 8 novembre 2011. Alors, ce décret du 8 novembre, qu'est-ce qu'il prévoit ? D'abord, il prévoit la possibilité pour l'employeur territorial de participer à la protection sociale complémentaire des agents. Donc, quand on dit possibilité, il faut bien souligner que c'est une faculté de l'employeur territorial et non pas une obligation. Voilà. Donc, c'est un dispositif facultatif. C'est un dispositif facultatif à la fois pour l'employeur qui peut participer et pour l'agent qui peut adhérer. Donc, on est bien sur un double niveau facultatif. La participation de l'employeur, elle est soumise à quelques règles. La règle principale, c'est qu'elle peut varier dans un but d'intérêt social, on va dire, en fonction des revenus des agents, peut être modulée en fonction des revenus des agents, et le cas échéant de la composition familiale du foyer.
La participation de l'employeur, elle ne peut pas, ça semble logique, mais il faut le rappeler, aller au-delà du montant de la cotisation de l'agent. Donc elle est plafonnée, elle peut être prise en charge intégralement, la cotisation, mais l'employeur ne peut pas aller au-delà. Ce qu'il faut préciser également sur cette participation, c'est que c'est une aide à la personne. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut être attribuée qu'après une procédure de sélection transparente des offres. C'est un point fondamental. Et qu'elle ne peut porter que sur des contrats et règlements qui reposent sur un principe de solidarité entre les bénéficiaires, et notamment entre les actifs et les retraités. La participation, c'est un montant unitaire par agent, et elle peut être versée soit aux agents, soit aux organismes mutualistes qui, eux, la déduisent de la cotisation de l'agent. Voilà les quelques points à retenir sur Par contre, il y a donc deux dispositifs qui sont possibles. Voilà, exactement. Donc l'employeur peut participer soit dans le cadre de la labellisation, soit dans le cadre d'une convention de participation. La labellisation, c'est un ensemble de contrats qui sont référencés. Donc il y a des labels qui sont délivrés par des prestataires qui ont obtenu une habilitation auprès de l'autorité de contrôle prudentiel. Ce label, cette habilitation, elle est délivrée pour 3 ans. C'est-à-dire que les listes sont remises à jour tous les 3 ans. À l'heure actuelle, il y a à peu près 220 contrats qui sont labellisés, 220 offres. Il y a une liste qui est établie par la Direction générale des collectivités locales qu'on retrouve sur le site internet de la DGCL sans difficulté et qui est mise à jour régulièrement. La dernière mise à jour, elle date du 26 octobre dernier. Donc ça, c'est le premier dispositif. Le deuxième dispositif, il est différent, c'est la convention de participation. La convention de participation, elle dure 6 ans. Elle s'apparente un peu à un marché public, mais la procédure est dérogatoire à celle des marchés publics, mais elle nécessite une mise en concurrence. C'est-à-dire que sur la base d'un cahier des charges qui va être établi, on va sélectionner une offre en fonction de critères qui sont déterminés par le décret de 2011. Cette convention de participation, elle peut être passée soit par la collectivité elle-même, soit par les centres de gestion. Aujourd'hui, une majorité de centres de gestion proposent cette prestation. Les collectivités donnent mandat aux centres de gestion. La collectivité met en concurrence pour le compte des collectivités qui lui ont donné mandat. Et sur la base des critères qui ont été élaborés par le centre de gestion en lien avec les employeurs, on attribue l'offre en fonction d'un certain nombre de critères, notamment la solidité financière, la stabilité tarifaire, la qualité des prestations et évidemment les tarifs et la compétitivité des tarifs proposés. Très bien. Alors, on voit bien les règles, le contenu du dispositif, mais quand on lit la presse, quand on regarde les questions qui sont posées au gouvernement aussi, on est frappé par le nombre de freins au développement de ce dispositif. Donc, comment expliquer cela, Claude ? Écoutez, d'abord, il y a des freins. Je vais parler un peu globalement pour les 2 risques, santé et prévoyance, que Sarah a très bien présenté. D'abord, c'est des textes très récents, puisque le décret date de 2008. Ça fait... et les applications ont été très progressives. Donc, on est là sur un dispositif qui n'a pas été, qui n'est pas arrivé à un stade de grande maturité. Après, on a eu à l'origine un conflit assez fort de la part de certains partenaires mutualistes historiques qui avaient des contrats individuels avec chacun des agents et qui ont donc naturellement penché et engagé les collectivités à s'introduire sur un dispositif de labellisation. Par ailleurs, un certain nombre de collectivités se sont saisies du sujet, se sont dit ce serait intéressant de passer par des conventions de participation et, le cas échéant d'ailleurs, d'inciter les centres de gestion et de répondre à leurs demandes de passer des contrats plus collectifs via des conventions de participation montées par le centre de gestion pour réunir beaucoup de collectivités et donc obtenir des tarifs beaucoup plus mutualisés. Donc, il y a eu un petit conflit originel qui a freiné, qui a été un frein au lancement à l'origine. Et je dois dire que ce conflit aujourd'hui est largement estompé. Mais il fallait le temps de la maturation. L'autre élément est classique, c'est que les participations financières à ces dispositifs de la part des collectivités, c'est-à-dire la contribution au contrat santé ou prévoyance d'un agent, suppose des crédits. Or, aujourd'hui, les dotations budgétaires sont plus qu'en baisse
Et ces réductions budgétaires peuvent faire obstacle parfois à la mise en œuvre auprès des agents. Alors ça suppose que, là on va aller sur le terrain du management, que les collectivités aient une vraie politique d'accompagnement social de leurs agents. Et cette politique d'action sociale, d'ailleurs, elle a plusieurs volets. Elle n'a pas que le volet de la protection sociale, c'est-à-dire je contribue au contrat santé et ou prévoyance de mes agents, mais elle peut être aussi sur le champ de l'action sociale proprement dite, c'est-à-dire éventuellement une adhésion soit au CNAS, soit à Plurelia, qui sont deux organismes compétiteurs dans le domaine de l'action sociale, de type catalogue des comités d'entreprise, en quelque sorte. Donc c'est une réflexion d'ensemble. À ce sujet-là, il y a une question qui est arrivée qui évoque, alors je pense que c'est un agent qui parle de sa situation, mais peut-être qu'elle est représentative, hein. Il existe une confusion entre la protection sociale complémentaire et l'action sociale pour beaucoup d'élus. Enfin, dans l'esprit de certains employeurs, c'est l'un ou l'autre. Est-ce que c'est une réalité? Bien sûr, alors je crois que c'est une réalité avant tout budgétaire. Combien je donne, soit à la cotisation au CNAS, soit à la cotisation à Plurelia, soit au comité des œuvres sociales. Et pourquoi est-ce que je ne rouvrirais pas un dialogue social au sein de la collectivité pour dire, ben voilà, je donne tant sur l'action sociale, est-ce qu'éventuellement on peut faire un transfert de crédit à moyen constant et qu'on se lance dans une politique, notamment pour les petites collectivités. C'est peut-être une réflexion qui peut être engagée par les élus. Et cette confusion nécessite évidemment beaucoup de pédagogie. Alors, je viens au troisième frein, qui est en fait le déficit d'information et de communication sur la protection sociale au sein des collectivités. Ça suppose quand même un investissement de la part soit du secrétaire de mairie ou de la secrétaire de mairie, soit de la DRH, selon qu'on a une plus ou moins grosse collectivité et un service constitué, parce qu'il faut expliquer ce que c'est. Et par exemple, si un agent veut adhérer à la convention de participation que la collectivité a mise en œuvre, soit individuellement, soit dans le cadre du centre de gestion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'agent arrive avec son contrat santé et demande à la DRH ou à la secrétaire de mairie, au fond, est-ce que c'est intéressant que je vienne à cette convention de participation? Et là, vous allez avoir un contrat santé qui va dire, eh bien, en hospitalisation, vous allez être remboursé 150% du PMSS, du plafond mensuel de la sécurité sociale. C'est pas très glamour et en fait, c'est assez compliqué à expliquer. Ça demande un peu de technicité et d'investissement et c'est pas toujours facile. Ça, c'était le troisième frein. Ça ne devait pas être facile d'utiliser le mot glamour dans une telle présentation. Mais elle a réussi à le faire. Et enfin, si on est sur le champ des contrats labellisés, comme l'a aussi très bien expliqué Sarah, compliqué de se retrouver dans les plus de 200 contrats labellisés sur le site de la DGCL. Ouais. Difficile d'arriver à un comparatif entre ces différents contrats. Voilà le frein sur la partie globale. Je suis peut-être un peu longue. Donc, sur la partie prévoyance, je vais aller un peu... Vous le séparez en deux parties sur la partie prévoyance. Sur la partie prévoyance, il faut bien le dire, je crois, la peur des élus de dire si je complète le demi-traitement de mon agent lorsqu'il est malade, ça va être une incitation à l'absentéisme. Or, j'ai tendance à penser que cette prise en charge n'intervient qu'au bout de 3 mois d'absence. 3 mois d'absence, en général, c'est généré par des pathologies assez lourdes. Et même s'il peut y avoir des abus du système, je ne suis pas sûre que ce soit une incitation, mais en tout cas, dans les représentations mentales des élus, ça peut être le cas. L'autre élément, c'est qu'il n'y a pas de projection des jeunes sur le risque prévoyance. Ça, c'est pour les vieux, la prévoyance, à partir de 50 ans. J'ai eu l'exemple d'un agent dans la structure où je suis, accident de ski, agent immobilisé pendant plus d'1 an, passage à demi-traitement, quelques mois avant en disant mais non, ça c'est pour les vieux. Et j'ai envie de dire, heureusement pour lui, ça a été associé à une pathologie qui a fait qu'il est passé en longue maladie et qu'il a pu être pris en charge à 100% de son salaire. Mais il n'y aurait pas eu ça. Il était. Il y a effectivement beaucoup de réactions sur ce sujet-là, sur le fait de comment arriver à expliquer à un agent de 30 ans que le risque d'incapacité, c'est quelque chose qui peut lui arriver. Il peut avoir un accident domestique ou un accident de ski, un accident de sport qui l'immobilise totalement. Donc, de grâce, les jeunes allaient vers le risque au moins incapacité, puisque était présenté l'incapacité, l'invalidité de décès. Vous n'êtes pas obligé de prendre le PAC, mais en tout cas, le PAC, le risque incapacité est important.
Et puis, certaines collectivités donnent la priorité à la complémentaire santé. Alors justement parce que incitation à l'absentéisme, si on va sur la prévoyance en participation financière, et cette complémentaire santé ralentit évidemment la pénétration sur le marché des contrats prévoyance. Et puis, sur la santé, bien, le frein, il est classique. Comme on est sur des contrats adhésion facultatifs, comme ça a été très bien rappelé, beaucoup d'agents territoriaux ont leurs conjoints qui sont sur une complémentaire santé obligatoire dans l'entreprise où travaille le conjoint et du coup sont rattachés à cette complémentaire santé. Donc, c'est pas du client, entre guillemets, pour les contrats territoriaux. Après, c'est difficile de changer d'opérateur en santé. Est-ce qu'on va finir par être couvert? C'est quoi les délais de résiliation? Et pendant ces délais de résiliation, est-ce que je vais continuer à être couvert? On tombe presque dans les contrats santé sur l'intime des gens et c'est compliqué. Et enfin, complexité de compréhension des contrats, je l'ai dit tout à l'heure, pourcentage du PMSS, c'est pas forcément très lisible. Alors, il y a plusieurs questions qui nous arrivent. Une première qui est plus un constat par rapport à ce que vous disiez, Claude, mais qui nuance un petit peu, qui nous explique que la participation à la protection sociale et complémentaire effraie. Certains donnent le conseil, si vous ne vous lancez pas dans la complémentaire santé, choisissez au moins la prévoyance. En termes de… Comment réagir à ça? Au niveau de la collectivité, pour inciter l'élu à prendre la prévoyance, je crois qu'en fait, c'est juste une question financière, parce que les contrats santé sont plus onéreux que les contrats prévoyance. Je vais donner un exemple tout frais. On vient de relancer une consultation en matière de prévoyance. Si vous avez une assiette salariale de 1 400 € par mois, si vous prenez juste le risque incapacité à 85% de remboursement, qui est le seuil de garantie du reste à vivre en quelque sorte, vous avez une cotisation sur la base d'un taux à 0,79% de 11,06 €. Ce qui veut dire que si la collectivité met une participation de 2 ou 3 €, voire de 5 €, quasiment elle couvre la moitié du contrat prévoyance. C'est donc une incitation forte, c'est un signe fort aussi à l'usage des agents qui, en termes managériels, peut être un levier non négligeable. À ce stade, deux questions que je voudrais vous poser, Sarah, qui viennent sur la première partie de votre intervention. La participation employeur est-elle un avantage en nature? Oui. C'est-à-dire, je pense que derrière, il y a une question sur la fiscalité qui est sous-entendue. Je suppose que on y viendra tout à l'heure, puisqu'effectivement, la fiscalité dont fait l'objet la participation de l'employeur est une question assez complexe. D'accord, donc ça, on le développera un peu tout à l'heure. Ouais. Décret 2011 du 8 novembre, l'article 24, la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements constitue une aide à la personne et donc redevable des lois de fiscalité. Autre question, peut-on à la fois avoir une convention de participation et participer individuellement au maintien de salaire sur les contrats labellisés? Alors, l'employeur, il choisit soit la labellisation, soit la convention de participation. Mais rien ne l'empêche, par exemple, sur le risque santé d'être en labellisation et sur le risque prévoyance d'être en convention de participation. Mais l'article 4 du décret, il dit bien soit convention, soit labellisation. C'est soit l'un, soit l'autre. Très bien. Alors, je propose que nous continuions sur une partie sur les opérateurs présents dans le secteur de la protection sociale. Oui, alors, ce qu'il faut retenir, c'est que le marché des mutuelles a beaucoup évolué sur les 20 dernières années. En 1999, il y avait 5000 mutuelles en France. En 2015, il y en avait 426. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui. Voilà, donc on est vraiment sur un rétrécissement de ce marché. Dans la fonction publique territoriale, comme vous le disiez en introduction, on a un opérateur historique qui est encore prépondérant, c'est la mutuelle nationale territoriale, la MNT. Il y a également d'autres acteurs qui sont issus de la fonction publique, Interial notamment. Après, on a aussi de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché, notamment du fait du regroupement récent des mutuelles, puisque en fait, on va vers un resserrement du marché des mutuelles qui se regroupent entre elles et qui, du coup, ont des assises financières, on va dire, qui sont plus solides. Est-ce que ça complexifie pas encore la lecture? Je veux dire, pour un agent, pour une petite collectivité, de plus savoir exactement à qui il s'adresse, d'être face à un monde un peu
Pas clair, quoi. Alors, oui et non. À la fois, le fait qu'il y ait moins d'opérateurs, ça va contribuer à rendre davantage lisible le marché. Ça, il faut être clair, il va y avoir des grands pôles qui vont se mettre en place dans les années qui viennent et le marché va être très, très lisible. Après, ce qui est plus compliqué à l'heure actuelle, c'est de savoir un peu qui est où. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, la MNT, elle a rejoint le groupe Vive avec Harmonie Mutuelle et la MGEN. Bon, il faut se documenter un petit peu sur les assurances et les mutuelles pour avoir accès à ce genre d'informations. D'accord. Okay. Donc, recomposition, resserrement du marché, des mutuelles historiques, de nouveaux opérateurs. Ouais. Une question qui ne me surprend pas, pourquoi est-ce qu'une mutuelle est plus adaptée qu'une compagnie d'assurance privée? Il faut répondre. Alors, une mutuelle n'est pas forcément plus adaptée qu'une compagnie d'assurance privée. Sur le marché, question n'engage que l'internaute. Sur le marché de la prévoyance, ce sont les assureurs qui sont majoritaires, qui ont la plus grande part du marché, puisqu'on est sur un risque long, un risque très volatile, et du coup, il y a besoin d'une assise financière importante que seul un assureur, en fait, aujourd'hui, peut avoir, ou une mutuelle à réassurer. Donc, il y a de la place, j'ai envie de dire, pour les deux types d'opérateurs. Claude, vous vouliez réagir? Oui, juste peut-être pour compléter le propos de Sarah en disant que c'est presque une question idéologique. C'est-à-dire, on va considérer que les mutuelles sont porteuses d'un certain nombre de valeurs et qu'elles sont mieux adaptées sur ces risques liés à l'intégrité physique ou l'incapacité physique des agents et l'invalidité. Peut-être aux valeurs de service public aussi. Valeurs de service public, mais pour autant, si on regarde de manière un peu cynique, qui dit mutuelle dit réassurance. Et qui dit réassurance dit assureur. Donc, au bout de la chaîne, on trouve quand même les assureurs. Mais c'est vrai qu'en front, comme on dit, on garde l'esprit mutualiste, qui est un esprit de partage aussi, et de lien entre les différentes mutuelles et les fonctions publiques. Alors, je vous propose de vous poser une question, à vous internautes. Vous répondez par oui ou par non à cette question, et nous analyserons les résultats de vos réponses. La question, je vous la reformule, vous l'avez sur votre écran. Votre collectivité participe-t-elle financièrement à la protection sociale complémentaire? Réponse oui ou non. Et justement, rentrons dans ce sujet de la participation financière des collectivités. Alors, oui, donc la participation financière des collectivités, on l'a déjà abordé un petit peu. Dispositif récent. On a aussi abordé le fait qu'il faut avoir un peu une vue d'ensemble. Lorsque les centres de gestion se sont lancés dans les conventions de participation, comme l'article 25 de la loi du 26 janvier 84 les y autorise, il s'était dit on va accompagner les collectivités dans une démarche un peu de gestion de ressources humaines et d'accompagnement social de l'emploi, avec deux volets, la possibilité de souscrire des contrats cadres pour le compte de l'ensemble des collectivités en matière d'action sociale, donc tous les loisirs, les aides au secours et tout ce qui est de type, encore une fois, comité d'entreprise. Et puis, le fait de pouvoir souscrire des conventions de participation en matière de protection sociale. Ils se sont lancés dans ce dispositif. Donc, cette stratégie globale d'accompagnement social de l'emploi, il faut que chaque collectivité puisse, d'un point de vue aussi budgétaire, l'analyser pour voir quel est son champ d'intervention et comment il va vers les agents. Parce que c'est un facteur d'attractivité dans une collectivité. Maintenant, à l'embauche, c'est combien tu me payes. Alors, je ne parle pas de l'hypothèse d'une contractualisation, un peu tous azimuts et débridés, potentiellement. Je parle vraiment là de combien tu me payes. Alors, si c'est fonctionnaire, il y a du traitement de base avec des indices. Si c'est contractuel, ça peut être possiblement négociable, même si c'est calé quand même sur les grilles salariales des fonctionnaires. Mais après, c'est est-ce que j'ai un compte épargne-temps, est-ce qu'il y a de l'action sociale, et est-ce qu'éventuellement il y a de la protection sociale, et combien tu payes en participation. Il y a quand même un inventaire de plus en plus, c'est un attribut qui n'est pas négligeable dans une politique de recrutement, surtout sur des métiers en tension, où il y a un peu une bataille entre les différents employeurs. Alors on le voit très clairement sur certaines offres d'emploi. Ça pose une question, j'attends un petit peu, parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent sur le même thème, sur la différence entre
des collectivités plus ou moins riches, je dirais, ou de tailles différentes. Mais on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, en regroupant ces questions. Alors après, il y a le niveau de participation des collectivités, les choix de participation. Ça peut être très diversifié, il peut y avoir des forfaits. C'est 5 € pour tout le monde. En moyenne, on a tendance à considérer qu'on est sur des participations moyennes, que ce soit santé ou prévoyance, entre 8 et 15 €. Certaines collectivités vont jusqu'à 20 € par mois par agent, d'autres pas, selon les disponibilités financières, mais selon aussi, encore une fois, la politique sociale de la structure. Il peut y avoir des participations financières qui sont modulées selon le revenu des agents, donc à caractère plus éminemment social. Et puis après, la participation financière des collectivités nous ouvre le champ, mais ça, on renverra peut-être au livret sur la protection sociale complémentaire que l'Association nationale des directeurs de centres de gestion a fait sur la complexité de la fiscalité en matière de participation financière des collectivités locales. Est-ce que c'est assujetti au forfait social? Est-ce que ça ne relève que d'une contribution à la CSG et CRDS, selon que le contrat est considéré comme facultatif ou obligatoire? Les URSSAF ne s'accordent pas sur ce sujet. Et s'il y a des questions, on pourra peut-être pousser un peu les feux, mais c'est d'une très grande complexité. Sur cette partie financière, Sarah, vous avez... Peut-être de dire que si l'employeur veut que les agents adhèrent, il faut quand même que la participation atteigne un certain niveau. Enfin, nous, c'est le constat qu'on fait en Petite Couronne. On a des employeurs qui ont participé très faiblement pour pouvoir offrir la possibilité aux agents de rejoindre les contrats. Aujourd'hui, cette participation modique, elle ne suffit pas, notamment sur la prévoyance. On a parlé du travail de pédagogie qu'il y a à faire. Si en plus la participation financière est modique, ce n'est pas un levier pour faciliter l'adhésion des agents. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un réel enjeu à pouvoir participer de manière un peu importante. Après, ce qu'on constate, et les statistiques de la DGCL le mettent bien en lumière, c'est que selon la taille de la collectivité, la participation varie énormément, quoi. Les grosses collectivités participent de bonne manière, effectivement 15-20 € par mois. Des petites collectivités, on va être davantage dans des participations de l'ordre de 2-3 €. Et ça, c'est vraiment une réalité. En fonction de la taille de la collectivité, la participation varie énormément. Est-ce qu'il y a une possibilité de mutualisation de tout ça par les intercos pour les communes adhérentes, enfin pour les communes membres Non, à l'heure actuelle, à ma connaissance, il n'y a pas cette possibilité dans les textes, mais peut-être que Claude a un autre élément. Non, tout à fait. La convention de participation, elle peut être souscrite par une collectivité ou elle peut être souscrite par le centre de gestion, qui a beaucoup travaillé d'ailleurs avec les intercommunalités. Et notamment, lorsqu'il y a eu fusion des intercos, on s'est retrouvé face à des dispositifs extrêmement complexes parce que mettons 5 intercos qui fusionnent, 2 avaient une convention de participation avec le centre de gestion, 3 autres avaient un dispositif de labellisation. On s'est retrouvé donc avec des agents qui avaient des attributions différentes les uns des autres, mais avec une portabilité de leurs droits. Alors, on a été sollicité par ces intercommunalités fusionnées pour relancer en fait des conventions de participation de manière plus globale. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a un effet mutualisateur au niveau des centres de gestion. J'ai l'impression que je fais la pub des centres de gestion, mais c'est une réalité. Il y a un effet mutualisateur parce qu'on a des volumes agents à plusieurs dizaines de milliers d'agents, ce qui dépasse nécessairement le seuil de mutualisation d'une intercommunalité, même reconfigurée. Et donc, on a vu d'ailleurs des stratégies dans ce cadre où l'intercommunalité a mis peu sur les contrats des agents pour pouvoir faire bénéficier néanmoins les agents de la mutualisation. 1 € suffisait à rentrer dans une mutualité qui faisait qu'ils payaient moins cher que si c'était un contrat individuel. Ça a été des stratégies qu'ont dénoncé parfois un certain nombre d'organisations syndicales en disant que c'était pas assez, mais en même temps, ça a été un pied à l'étrier quand même, pour permettre aux agents de bénéficier de tarifs préférentiels. Et on a vu d'ailleurs des comportements d'agents intéressants, c'est-à-dire que plutôt que le contrat individuel, santé ou prévoyance, baissait, même s'il y avait une participation faible de l'employeur, du fait de la mutualisation.
Et ils ont gardé en fait un même niveau de cotisation, mais en élevant les niveaux de garantie par rapport à leur contrat individuel d'origine. Hein. Il y a eu des stratégies individuelles assez intéressantes, mais plutôt orientées sur le maintien des garanties plutôt que sur une baisse de la cotisation de l'employeur. D'accord. Réponse au sondage. Donc, je vous rappelle la question. Votre collectivité participe-t-elle financièrement à la protection sociale complémentaire? Oui, 78%. Non, 22%. Voilà. Est-ce que ce résultat d'une belle élection vous suscite des réactions particulières chez vous? C'est très positif. Enfin, ouais. On a des, en tout cas, ce sondage-là, on a des internautes qui font partie des privilégiés, avec un employeur qui participe financièrement. Après, on ne parle pas du niveau de participation. Voilà, on ne connaît pas effectivement le niveau de participation. Là, effectivement, on a un très bon chiffre. Alors, je vous propose qu'on se pose la question des types de garanties souscrites. Tout à fait. Alors, sur la couverture santé, les principaux risques qui sont couverts, donc ce sont évidemment les honoraires soins de ville et les médicaments, donc le remboursement des consultations auprès des médecins généralistes et spécialistes, l'optique, le dentaire, les audioprothèses et l'hospitalisation. Alors, sur le volet santé, nous, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a des arbitrages à faire par les employeurs entre labellisation et convention de participation selon le type de couverture qu'ils souhaitent pour leurs agents. L'avantage de la labellisation en santé, c'est qu'il y a donc un grand nombre de contrats qui sont labellisés et qu'un agent qui va vouloir des remboursements très importants sur l'optique ou des remboursements très importants sur le dentaire, parce qu'il a des problématiques spécifiques, il va pouvoir adhérer à l'offre qui convient bien. Il peut vraiment, dans le cadre de la labellisation, l'agent faire varier le curseur selon les garanties qui l'intéressent. Dans le cadre de la convention de participation, notamment quand elle est négociée par le centre de gestion, on s'emploie à avoir différentes formules, donc avec en gros une formule de base qui va très bien couvrir l'hospitalisation et qui va couvrir de manière moyenne l'optique et le dentaire, je dirais, jusqu'à des formules haut de gamme, hein, on va le dire, qui couvrent très très bien les risques optiques et dentaires. Alors, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'optique, le dentaire et l'audioprothèse, c'est évidemment très mal remboursé par la sécurité sociale et ce sont des postes de dépenses sur lesquels les agents ont des restes à charge qui sont parfois particulièrement importants. Donc, quand on va négocier, quand on va concevoir une convention de participation, on va s'interroger sur le reste à charge que l'on souhaite pour les agents, notamment sur les postes optiques et dentaires. Ça, c'est pour la partie santé. Voilà, ça c'est pour la partie santé. Sur la partie prévoyance, alors juste de dire que sur la santé, évidemment, c'est une cotisation qui est un montant unitaire et qui est aussi en fonction de la composition familiale, puisqu'en santé, on peut couvrir aussi ses proches. Et donc, nous, par exemple, sur la convention de participation santé en petite couronne, on a la moitié des adhérents qui sont des ayants droit des agents. Donc, alors que la prévoyance n'assure que les agents publics, hein, que les agents de la fonction publique territoriale. Le volet prévoyance qui concerne donc l'incapacité, c'est ce qu'on appelle plus couramment le maintien de salaire quand on tombe à demi-traitement. Donc je rappelle quand même qu'au-delà de 3 mois en maladie ordinaire, on tombe à demi-traitement. La protection sociale du fonctionnaire, elle est quand même assez maigre, il ne faut pas le perdre de vue. C'est aussi pour répondre à distance à la question de l'internaute qui disait il faut que les jeunes adhèrent. Ah, oui, effectivement, l'accident de ski, l'accident de la vie domestique, il peut se passer toutes sortes de choses. 3 mois, ça passe très vite. Hein. Ça ne participe pas du travail d'information que doivent faire les employeurs auprès des agents. Tout à fait. Et au-delà du travail de pédagogie autour de la prévoyance, ce sur quoi il faut faire un travail de pédagogie, c'est sur le régime spécial de protection sociale du fonctionnaire, qui fait que le fonctionnaire peut très vite se retrouver dans la précarité. Donc l'incapacité, donc maintien de salaire, qui est effectivement la brique minimale d'adhésion à la prévoyance. C'est-à-dire que si j'adhère à une prévoyance, je peux n'adhérer qu'au maintien de salaire. Mais au-delà, il y a la possibilité de souscrire à d'autres garanties, donc notamment l'invalidité.
Il faut rappeler, même si c'est déplorable, mais qu'il y a de plus en plus de retraites pour invalidité aujourd'hui, que c'est quand même une tendance assez forte dans la fonction publique territoriale. La garantie perte de retraite, donc qui compense la retraite pour des gens justement qui sont tombés en invalidité. Et le décès, alors la garantie sur le décès, c'est le versement d'un capital ou d'une rente qui vient en complément de ce que prévoit le statut, puisque le statut prévoit le versement d'un capital décès aux proches au moment du décès de l'agent. Dans le cadre de la prévoyance, il y a un capital ou une rente qui est versée, mais pas nécessairement aux ayants droit de l'agent. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc c'est bien une garantie complémentaire à ce que prévoit le statut. Petite question, oui. Comment est-ce qu'on explique la recrudescence de retraite pour invalidité depuis quelques années? Alors, on ne l'explique pas très bien à l'heure actuelle pour une bonne raison, c'est qu'on a très peu d'études sur ce sujet-là. Pour autant, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, le recul de l'âge de départ en retraite fait que nécessairement les carrières sont plus longues, que les métiers sont toujours aussi pénibles, bon, même s'il y a beaucoup de politiques de prévention qui sont mises en œuvre, mais voilà. Donc ça, c'est un premier effet. Mais ce qu'on observe aussi, et notamment dans les centres de gestion où on gère les commissions de réforme, on le voit très bien, c'est qu'il y a des agents jeunes aujourd'hui qui partent en retraite pour invalidité. Et là-dessus, on n'a pas encore d'études, mais effectivement, c'est un sujet qu'il faut regarder de près. Sur la cotisation à la prévoyance, elle fonctionne par l'application d'un taux à des éléments de rémunération. Ça peut être le traitement indiciaire brut, ça peut être aussi les primes. Donc ça, l'employeur décide, dans le cadre de la convention de participation, l'employeur décide ce sur quoi porte le taux de cotisation. Très bien. Alors, il y a une remarque, c'est plus une remarque qu'une question, effectivement, qui touche plus le sujet précédent. Dans ma collectivité, un groupement a été mis en place à l'échelle de la communauté urbaine pour les 2 risques. Cela a permis d'avoir un potentiel adhérent important et donc de meilleures offres. Oui. Voilà. C'est juste que, comme de la même manière que quand les centres de gestion passent une convention de participation, plus le potentiel agent est important, plus les tarifs sont intéressants. Alors après, on reviendra peut-être là-dessus, sur ce sujet-là, mais ça nécessite qu'effectivement, il y ait une bonne mutualisation du risque. Donc ça veut dire qu'il y a un taux d'adhésion assez important. Ce n'est pas le tout d'avoir un potentiel agent de 10 000. S'il y en a 500 qui adhèrent, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une mutualisation. Ce que j'entends derrière ces mots-là, c'est que derrière le mot mutualisation, il y a une partie conseil qui est considérable, parce que c'est finalement assez complexe. Tout à fait, tout à fait. Le travail de pédagogie est fondamental sur ces sujets-là, mais je pense qu'on a beaucoup progressé depuis le décret de 2011. Et puis, alors hélas, mais comme on est de plus en plus confrontés au risque, que les agents sont de plus en plus confrontés au risque, du coup, ils prennent conscience aussi de la fragilité dans laquelle ils peuvent se trouver, et du coup, ça incite à l'adhésion. Je parle notamment là sur la prévoyance. Alors, il y a une grande partie du débat qui est la comparaison avec le privé, bien entendu. Là, on est dans l'obligation de la part des entreprises. Pouvez-nous dire 2 mots des dispositions des salariés du privé et qu'on les comprenne mieux? Je crois que c'est relativement simple, je ne vais pas pousser les feux parce que je ne suis pas spécialiste de cette question, mais c'est l'obligation désormais pour les entreprises privées de plus de 20 salariés, je crois, de prendre de manière obligatoire un contrat santé pour leurs agents et le cas échéant leurs ayants droit. Je crois que là, il y a une latitude possible pour les entreprises qui prennent d'ailleurs de moins en moins la famille, ce qui va peut-être nous amener à retrouver dans la territoriale, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, adhésion à la mutuelle du conjoint, de retrouver d'autres types de contrats pour les territoriaux spécifiquement. En tout état de cause, donc, ce sont des contrats obligatoires. Donc, nécessairement, à chaque fois qu'un salarié rentre dans une entreprise de plus de 20 salariés, eh bien, elle est tenue de souscrire à ce contrat santé de la structure. Alors, ça a été un peu critiqué, ce dispositif. Alors, c'est à la fois très bien dans l'absolu, puisqu'il y a une couverture santé, mais le risque est grand que le panier de soins, comme on dit, soit en fait extrêmement réduit. Et par rapport à ce qu'évoquait Sarah sur le pack de base, un renforcement dentaire, renforcement optique et les possibles compléments,
ça obligerait en fait le salarié à prendre des surcomplémentaires qui, elles, sont là particulièrement onéreuses. Donc attention sur cette... on a milité beaucoup, d'ailleurs, au titre de la DTU-Net, on avait commis des papiers là-dessus sur une ANI territoriale, c'est-à-dire ANI, ça veut dire Accord National Interprofessionnel, mais il faut être très prudent sur le fait de le corréler avec un panier de soins minimum qui permettent d'avoir une garantie minimum au cas où le gouvernement veuille à un moment donné, malgré la libre administration des collectivités, inciter les maires à avoir une cotisation obligatoire sur les contrats santé de leurs agents. En tout cas, il y a beaucoup de questions qui sont posées au gouvernement à ce sujet régulièrement. D'ailleurs, c'est un point qui avait été évoqué aussi dans son principe sur le rapport adopté en mars 2017 là, par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il est présent évidemment dans le livre blanc de la MNT. On l'avait évoqué là, dans le fascicule évoqué sur la NDCDG. Oui, on tourne autour, mais est-ce que c'est la bonne idée ou est-ce que c'est la fausse bonne idée? Il faut être prudent pour avoir une vision globale du sujet. Alors, on les a abordés d'une certaine manière en parlant de management tout à l'heure, un peu d'enjeux RH. On a prononcé le mot dialogue social, l'occasion de s'arrêter un petit peu sur ces sujets d'enjeux RH. Oui, tout à fait. Alors, la protection sociale complémentaire, aujourd'hui, il faut bien voir que c'est un outil très important et très porteur à la disposition des employeurs territoriaux, puisque on couvre des risques qui ont un impact important sur les conditions de vie des agents, et que donc proposer des contrats ou la labellisation à ces agents, c'est contribuer de manière très directe à l'amélioration de leurs conditions de vie. À ce propos, une petite illustration. Quand le Centre de gestion de la Petite Couronne a lancé sa convention de participation en 2013, ce qu'on a constaté sur la santé, c'est une forme de rattrapage sanitaire. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'agents qui ont fait des travaux dentaires, qui ont renouvelé leurs lunettes, etc. Donc, on améliore vraiment les conditions de vie des agents. Ce n'est pas un élément de discours, c'est aujourd'hui une réalité, en participant, et notamment à la mutuelle santé. C'est également un élément de renforcement du pouvoir d'achat des agents dans un contexte... Dans un contexte sensible. Mais aussi dans un contexte où il y a peu de leviers pour l'employeur d'apporter un plus financier aux agents. Donc on ne va pas revenir sur le gel du point d'indice, voilà, mais on est sur des rémunérations qui stagnent quand elles ne décroissent pas. Aujourd'hui, quand on veut renforcer le pouvoir d'achat des agents, il n'y a guère que la protection sociale complémentaire. Bon, après, il y a le RIFSEP et le CIA, et on verra ce que tout ça donne, mais voilà, si c'est enveloppe budgétaire constante, voilà, c'est pas un élément, c'est pas du plus, quoi. C'est également, mais Claude l'a très bien évoqué, l'occasion pour les exécutifs locaux de développer ou de renouveler leur politique d'action sociale, puisqu'effectivement, la PSC, c'est une brique dans une politique d'action sociale qui, dans la très grande majorité des collectivités, est beaucoup plus large, passe par un COS, le CNAS, un ensemble d'offres à destination des agents. Et enfin, c'est un élément aujourd'hui non négligeable d'accroissement de l'attractivité de la collectivité au moment des recrutements. Nous, on l'observe très nettement en Petite Couronne, où il y a il y a de la tension importante sur certains métiers. Aujourd'hui, pouvoir proposer une très bonne mutuelle à des agents, à des cadres, mais pas seulement, à des gens qui sont sur des métiers en tension, c'est effectivement un élément d'attractivité non négligeable. La protection sociale... C'est quand même significatif d'une époque, c'est-à-dire qu'il y a on se retrouve parfois avec des offres où on a l'impression que, j'allais dire, j'exagère un petit peu, mais le projet de la collectivité, le contenu du poste est presque à égalité avec les offres de protection sociale. Oui, tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, sur les recrutements dans les collectivités territoriales, il y a effectivement le volet couverture sociale, et puis il y a un peu les avantages, le télétravail, l'ordinateur, le téléphone portable, enfin tout ça aujourd'hui, ça rentre en ligne de compte, dans un contexte où on ne peut pas faire varier la rémunération de manière très, très importante, quoi. Le dialogue social. Également, oui, dire quand même, et c'est quand même fondamental, que la protection sociale est aujourd'hui un enjeu majeur du dialogue social. Alors, à la fois, évidemment, du fait du poids des représentants du personnel et des organisations syndicales, historiquement, dans la gouvernance des mutuelles. Et puis, l'épisode de 2006, là, que j'ai évoqué en introduction, il y est aussi pour quelque chose. C'est un sujet qui intéresse les organisations syndicales et les représentants du personnel. C'est un sujet sur lequel il est possible de construire un discours et un dispositif
en commun entre partenaires sociaux. Donc, à ce titre-là, il convient en fait de concerter autant que possible sur le sujet. Alors, les textes prévoient la saisine du comité technique sur le choix du dispositif, la saisine du comité technique aussi pour rejoindre une convention de participation négociée par le centre de gestion. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la réussite et le déploiement de ce dispositif, il repose aussi sur l'engagement des représentants du personnel auprès des agents dans le travail de pédagogie. Et si eux-mêmes sont convaincus de l'intérêt du dispositif proposé par l'employeur, ils sont de puissants relais auprès de leurs collègues. Et aujourd'hui, on ne peut pas faire sans, clairement. C'est pas, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que c'est un domaine qui est moins clivant que la rémunération. Tout à fait. Tout à fait. Alors, d'autant qu'aujourd'hui, comme Claude l'a dit, on a dépassé des conflits ou des controverses un peu qu'on pouvait avoir il y a quelques années sur le sujet. Aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que la protection sociale complémentaire est un puissant levier d'amélioration des conditions de vie des agents, quoi. Alors, deux questions qui nous arrivent qui sont très différentes l'une de l'autre, mais je vous propose qu'on les prenne au fil des arrivées ou les regrouper. La première, c'est dans le cas d'un SPIC avec autonomie financière mais sans personnalité morale, genre service des eaux, assainissement, etc. Oui. Les agents doivent être employés sous statut de droit privé. Oui. La collectivité a-t-elle l'obligation de leur proposer un contrat collectif à adhésion obligatoire en prévoyance et santé, comme le prévoit le Code du travail? A priori, d'après le décret, on est sur des agents publics, comme publics bénéficiaires potentiellement du dispositif. Tout à fait. Il y a la question aussi que nous, régulièrement, les OPH nous posent, les offices publics d'habitat, qui ont de la même manière des agents sous droit public et des agents de droit privé. Le décret, à l'heure actuelle, ne nous permet pas de passer des conventions qui puissent couvrir les deux types de personnel. Donc, effectivement, ils ont une partie de leur personnel qui est couvert par les dispositions Code du travail, et donc, du coup, les dispositions que Claude expliquait tout à l'heure qui concernent les salariés du privé, et la convention de participation ou la labellisation pour les agents de droit public. Alors, une autre question qui est, à mon avis, c'est assez difficile d'y répondre. Pour avoir des repères, par exemple, qu'est-ce qu'une bonne protection, entre guillemets, optique et dentaire? Ah bah si, là-dessus, il y a des éléments, si. Claude, peut-être. Non, mais alors, en fait, on a des éléments parce qu'il y a le projet du gouvernement là, du 100% santé, qui s'appelait initialement Zéro reste à charge. Et donc, dans ce cadre-là, on a eu un peu des moyennes de ce que coûte, par exemple, une couronne. Par exemple, nous, sur la petite couronne, alors évidemment, on n'est pas trop représentatif parce que les choix sont très chers. Sont très chers, mais voilà. C'est une couronne céramique, voilà, parce qu'il y a toute une typologie en plus. C'est de l'ordre de 800 € par exemple, si on prend cet exemple-là. Ça, c'est pour parler du coût, là. Le coût, ouais, voilà. Parce que là, la question, elle est sur la bonne protection. Justement, c'est le reste à charge. Sur le reste à charge, on va dire s'il est de l'ordre de 20% sur le dentaire, on va dire que c'est une bonne protection. Alors là-dessus, j'ai quelques éléments. La moyenne nationale de reste à charge sur le dentaire est de 22,2%. D'accord. Voilà. Donc une bonne, on va dire qu'une bonne protection en dentaire, c'est moins que 22,2% de reste à charge. Sur l'optique, c'est 23%. D'accord, c'est un bien ordre. Voilà. D'accord. Donc ça, quand on choisit une mutuelle, on peut demander la moyenne du reste à charge et ça permet de se situer par rapport à une moyenne nationale qui est établie par l'adresse. Ça renvoie à la nécessité de faire des simulations, en fait, pour expliquer, parce que le tableau de garantie, il est illisible. Donc, il faut prendre le cas de l'hospitalisation, le cas d'un dentaire, le cas de l'optique, et de voir avec le contrat proposé, et selon les options du contrat, combien il reste à charge. Je propose que nous continuions, parce que le temps passe très vite. Deuxième question au sondage que nous allons poser à nos internautes, une question très générale, mais il sera intéressant d'avoir leur réponse. Le dispositif réglementaire actuel, vous semble-t-il, en fonction de ce que vous avez entendu et ce que vous savez, dispositif réglementaire actuel, vous semble-t-il adapté? Vous répondez de la même manière par oui ou par non, puisqu'on parle de ce dispositif, parlons un peu de son avenir. Là, je vous pose la question à toutes les deux. Qui veut bien
commencer. Que peut-on attendre? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? On a évoqué déjà un peu la question de l'obligation ou pas l'obligation, mais... Je vais avoir une entrée, je vais commencer par le plus restreint. Il y a des tas d'améliorations potentielles du dispositif, comme tout dispositif qui se met en œuvre, notamment avec les conditions de participation des centres de gestion. C'est quand même fou qu'il n'y ait pas une commission paritaire référencée pour pouvoir accompagner le montage de ces conventions. On les a créées ex nihilo, avec des commissions ad hoc, mais il n'y a pas d'institutionnalisation d'une commission paritaire, par exemple, qui permettrait de valider en fait la convention de participation. Alors on la passe au comité technique, mais qui en fait relève, pour ce qui est des centres de gestion, des collectivités de moins de 50 agents. Donc il y a des trous dans la raquette. Après, je crois que parmi l'avenir du dispositif, il faut être très très vigilant, toujours dans le cadre des conventions de participation, sur les niveaux de garantie et sur la contractualisation avec les opérateurs, avec des cahiers des charges qui soient, si possible, harmonisés, notamment sur tout ce qui va être éventuellement la politique de développement de la structure, et en particulier tout ce qui va être c'est un peu le jargon, mais le compte de résultats prévisionnels en fonction des prévisions d'adhésion. Ça, il faut être très très vigilant sur la modélisation économique dans le temps et la tenue dans le temps de ces conventions, parce que on a vu, bien entendu, des stratégies un peu de dumping qui ont fait que pour avoir la convention de participation, des opérateurs baissent les prix, et puis après il y a des augmentations systématiques. Donc également être vigilant sur les plafonds de majoration. Donc un certain nombre d'éléments techniques pour le lancement des consultations, si convention de participation il y a. Après, développer la communication auprès des agents, c'est absolument indispensable, et ça passe beaucoup, et on a vu les taux de pénétration de ces contrats dans les collectivités passent par l'activité forte à la fois de la direction générale, secrétaire de mairie ou de la DRH, selon la taille des structures. C'est fondamental d'avoir un relais. On a besoin de présentiel, on a besoin d'un relais de proximité important, alors évidemment de la part de l'opérateur, mais pas seulement, à l'interne de la collectivité, parce qu'encore une fois, on touche un peu, notamment en santé, à l'intime des gens, et c'est pas simple de pouvoir maîtriser l'ensemble du dispositif. Après, le risque est grand qu'on ait un déséquilibre complet des régimes, parce qu'on a de plus en plus de populations vieillissantes à fort risque. Je fais pour preuve une enquête d'un de nos médecins du travail sur 15 000 agents d'entretien. Au bout de 15 ans, l'agent est en inaptitude au travail. Alors, pas à toute fonction, mais donc qu'est-ce qu'on en fait s'il rentre à 21 ans dans la structure et que 15 ans après, il est, entre guillemets, inapte à ses fonctions directes. Donc, sur l'avenir, oui, une crainte sur pourra-t-on encore s'assurer du fait des montants de cotisation qui vont devenir assez élevés, et maîtrisons en tout cas la relation contractuelle avec les opérateurs, et maîtrisons les niveaux de garantie. Je ne parle pas évidemment d'une contribution obligatoire, on a cité les risques et en même temps les avantages. Alors, sur ce sujet, on a encore 2-3 questions à laquelle j'aimerais bien qu'on puisse répondre, mais on reste très très court. Je vais aller rapidement parce que Claude a été très, très complète. Sur la participation obligatoire des employeurs territoriaux, nous, à l'association des DRH des grandes collectivités, on plaide dans le cadre du pacte de confiance qu'on va remettre au gouvernement cette semaine pour une participation quand même obligatoire de l'employeur. Il nous semble qu'une participation de 15% minimum est de nature à inciter les agents à adhérer. Je pense qu'il y a une autre question qui se pose au-delà de la participation, c'est la question de l'adhésion obligatoire ou pas des agents. On l'a vu dans le secteur privé, les salariés prennent la mutuelle de leur employeur. Aujourd'hui, compte tenu du déséquilibre des comptes de résultats, comme évoquait Claude, sur la prévoyance, peut-être qu'une adhésion obligatoire des agents à une prévoyance serait de nature à équilibrer le risque et effectivement à faire baisser sans doute le montant des cotisations. Alors, c'est pas dans l'air du temps, ce type de proposition, mais techniquement,
ce serait une solution sans doute assez porteuse. Et enfin, je pense quand même qu'il faut s'interroger aujourd'hui sur la soutenabilité du modèle mutualiste pour le risque prévoyance. On a un risque incapacité, invalidité qui ne cesse d'augmenter. Et je pense qu'en dépit de l'efficacité des politiques de prévention qui sont déployées par les collectivités, il ne cessera d'augmenter. C'est vrai aussi dans le secteur privé. Donc aujourd'hui, la question de faire reposer la protection des agents sur un modèle mutualiste et ou assurantiel, elle mérite, à mon sens, d'être posée. Alors la question qu'on posait aux internautes sur l'avenir du dispositif, la manière dont ils voyaient la satisfaction, 66% sont plutôt satisfaits de ce qui existe. Hein. Donc on leur a donné le temps de répondre. Il y a de nombreuses questions qui nous arrivent. Il y en a 3 que je voudrais vous poser avant malheureusement de devoir terminer cette webconférence. Vous avez fourni des moyennes pour avoir un ordre de grandeur des aides généralement constatées. Où est-il possible d'avoir des éléments sur les aides sociales généralement consacrées? COS, complémentaire santé, prévoyance. Alors sur le montant de participation des employeurs, les données sont sur le site de la DGCL. D'accord. Alors en revanche, sur les montants d'action sociale, je ne sais pas. Peut-être que le Conseil sup, dans certains rapports qui ont été faits, dispose de données. Il faudrait peut-être regarder le rapport de 2007 du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Et au-delà... Il y a beaucoup de questions, effectivement, sur l'état des lieux permettant de savoir notamment combien d'agents ne sont pas couverts, globalement. Ouais, effectivement, et une question qui est plus insidieuse, je dirais, y a-t-il des faits statistiques clairs pouvant apparaître l'amélioration ou l'aggravation du fonctionnement de la collectivité selon ses choix en matière de protection sociale? Bon, nous ne sommes pas là pour répondre à cette question, mais on peut très bien comprendre que certaines personnes se la posent. Les 2 dernières questions que j'aimerais vous poser. Le passage à une obligation employeur est-il un projet réaliste, sans parler des modalités, et si oui, à quelle échéance? Avant les municipales ou les présidentielles? Alors, c'est clairement une piste qui a été évoquée par Olivier Dussopt il y a quelques mois. Oui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est sur la table. Après, sur les modalités de mise en œuvre, clairement, il y a une interrogation, puisque libre administration des collectivités territoriales, comment imposer une participation de l'employeur, c'est compliqué, il faut trouver un montage juridique. Peut-être que ça passe par un vrai problème financier aussi. À minima, une délibération obligatoire des exécutifs sur ce sujet-là. Mais effectivement, il n'y a pas de solution clé en main sur le sujet. Peut-être renforcer la mutualisation par des possibles mutualisations. Par exemple, les centres de gestion ne peuvent pas s'allier pour passer une convention de participation groupée. Ça serait peut-être intéressant. J'ai des doutes sur le groupement de commandes communautaire, parce que la convention de participation, elle doit être quand même intuitu personnée avec l'employeur public. Et là, on mêle une problématique de marché public et de convention de participation qui sont sur des régimes dérogatoires. Donc, interrogation à poursuivre. Tout à fait. Et puis, donc, une dernière question. Quelles sont les charges sociales applicables aux participations? CSG, CRDS, sauf à être soumis au forfait social. Mais le forfait social, pour être exonéré de la CSG, CRDS, c'est un peu compliqué. Encore une fois, le petit fascicule sur la PSC de la NDCDG le résume bien dans une des parties. En fait, il faut être sur des contrats obligatoires. Or, comme on l'a vu tout à l'heure, pour terminer, je peux vous donner les incohérences éventuellement des URSSAF sur le sujet, sans vouloir les nommer. C'est sur le site général de l'URSSAF. Le site internet de l'URSSAF affirme que, bien que l'adhésion des agents des collectivités territoriales au régime de prévoyance complémentaire, frais de santé, incapacité de travail soit facultative, il y a lieu de considérer que le régime présente un caractère obligatoire. Comme disait mon grand-père, allume ta pipe à la pompe, parce que là, ça devient, on a des postures extrêmement différentes. A priori, on est assujetti CSG, CRDS, parce qu'on n'est pas un contrat obligatoire, et donc pas au forfait social. Mais bon, c'est relativement compliqué, mais a priori, CSG, CRDS, voilà. Il y avait une toute dernière question. Quel impact sur les conventions actuelles et futures du reste à charge zéro et en dentaire et optique que prévoit le gouvernement?
Alors, très compliqué à mesurer. Mais on termine par une question très compliquée. Compliqué. Alors, la question n'est pas très compliquée. Non, c'est la réponse qui... Mais c'est toujours pareil dans l'exercice de prospective. Hein, on sait pas forcément, on fait des hypothèses et elles ne sont pas forcément justes. Dans les conversations qu'on peut avoir avec des actuaires spécialisés sur le marché de la protection sociale complémentaire, voire des opérateurs, eux, ils ne pressentent pas un impact important, notamment sur le montant des cotisations. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent à l'heure actuelle. Alors après, effectivement, à voir, effectivement, et on attend également les modalités de mise en œuvre du plan 100% santé, parce que pour l'instant, ça reste quand même assez nébuleux. Puis on ouvrira peut-être sur la notion de posture responsable dans la consommation de la complémentaire. Ça, c'est aussi une question qu'on n'a pas du tout abordée, mais qui, sur la manière de choisir ses lunettes, d'avoir des réseaux de distribution qui facilitent l'amenuisement des coûts, et en même temps d'avoir une attitude responsable et pas de changer ses lunettes tous les 2 ans pour le plaisir, et que par nécessité. Est-ce qu'on aura chacun des attitudes responsables qui permettront aussi d'équilibrer les régimes à terme? Bien, c'est sûr, cet appel à la responsabilité individuelle et collective, nous allons terminer cette webconférence. D'abord en vous remerciant toutes les deux de votre présence, de votre disponibilité, de la générosité de vos réponses, parce que vous avez mis du cœur et de l'intérêt. Et puis pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions, il y en a quelques-uns parce qu'il y avait effectivement beaucoup de questions. VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, qui vous permet de poser directement vos questions d'ordre réglementaire par téléphone. Je vous rappelle qu'il existe un lien de téléchargement du livre blanc de la MNT qui est indiqué dans le questionnaire que nous vous invitons à remplir à la fin de cette webconférence. Et puis merci à tous pour votre attention et encore merci à vous deux. Merci à vous.